Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de livres qui ont changé ma vie, en vous parlant du top 3 des livres qui l'ont changé, et vous parler également des livres qui sont actuellement en train de la changer. Parce que vous allez comprendre avec cette vidéo, mais les livres qui ont vraiment changé ma vie, c'était des livres que j'ai lus souvent il y a plusieurs années, à un moment où je commençais le développement personnel, le fait de m'améliorer, de chercher à m'améliorer, parce que à ce moment-là, mon cerveau était très malléable en fait, et c'était très simple de me faire changer ma façon de penser, alors que maintenant, c'est plutôt sur des points particuliers que la lecture peut m'influencer. Mais c'est vrai que au tout début de mon évolution, on va dire personnelle, lorsque je me suis intéressé en premier temps aux livres qui cherchaient à m'aider à m'améliorer et à me donner de nouvelles informations, c'est vrai que j'ai vu vraiment des changements assez rapides grâce à la lecture, et c'est pour ça que j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Alors, on n'est pas dans une vidéo YouTube classique, donc je vais pas, il n'y a pas de question de watch time ou de vous faire rester jusqu'à la fin. Je vous dirai mon top 3 à la fin. Non, je vais vous le dire dès le début. Et à la fin, par contre, je vous parlerai des livres que je lis actuellement, qui sont en train de changer ma vie, mais qui sont des livres peut-être moins connus. Parce que si vous connaissez ma chaîne depuis longtemps, que vous m'avez déjà entendu parler de lecture, il est possible que ces livres, vous les connaissiez déjà. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi ils ont changé ma vie et comment est-ce qu'ils m'aident toujours aujourd'hui. Et après, à la fin de la vidéo, je vous parlerai plutôt des livres que je lis actuellement, qui sont moins connus, dont j'ai moins parlé, mais qui sont aussi en train de m'influencer positivement. Du coup, le top 3, je l'ai mis ici. Il est très simple, il est assez connu, je dirais, dans le monde du dev perso. C'est ces trois livres-ci. Donc, La guerre de l'art, L'art de la guerre, non, La guerre de l'art, c'est bien ça, de Steven Pressfield, Deep Work de Cal Newport et Atomic Habits de James Clear. Donc, vraiment un top 3 très classique. On est sur un Nadal Djokovic-Federer en matière de lecture, ou on est sur un McGregor, Khabib et Tony Ferguson, quoi. Dans le monde du MMA, où on est Timo Boll, Malong et Wang Liking en matière de ping-pong. Je vais m'arrêter là. Euh, on est sur un top 3 quoi. Des légendes dans le monde du dev perso. Donc c'est des livres qui m'ont tous plus ou moins influencé dans des domaines différents. Atomic Habits, beaucoup de personnes en parlent comme un livre sur les habitudes, ce qui est vrai, mais moi la partie qui a vraiment changé ma vie dans ce livre, et c'est ça dont on va parler en premier, c'est le fait de créer des systèmes dans sa vie. Alors que Deep Work, lui, c'est plutôt un livre sur la productivité, le fait de se poser, de se couper des distractions et d'arriver à rentrer dans un état de deep work, donc de travail profond. Et moi, c'est un livre que j'ai lu lorsque j'étais en licence troisième année de droit, donc à une période où j'avais du mal à me concentrer et je ne savais pas ce que c'était un travail profond, un deep work, et ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Je vous parlerai aussi du contexte dans lequel j'ai commencé ce livre, parce que c'est un contexte important. Et enfin, mon livre préféré de tous les temps, celui que je saoule ma communauté, je pense, à en parler tout le temps, mais c'est du coup La guerre de l'art de Steven Pressfield, qui est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie, parce qu'il se lit facilement, il fait 108 pages, je crois, non plus, 160 pages, mais c'est des pages, je sais pas comment vous dire, je sais pas si c'est des extraits que j'ai soulignés, mais c'est un livre qui se lit vraiment facilement, quoi, c'est pas des pages... c'est des pages qui se lisent très vite. Je sais que moi, en quelques heures, c'est plié, hein. Donc, c'est un livre que je relis régulièrement parce que c'est le livre qui m'a le plus aidé à sortir de ma tête et à créer quelque chose dans le monde réel. Et ça, pour quelqu'un comme moi qui cherche à être créatif, et pour globalement toutes les personnes qui cherchent à créer des choses, des créatifs, les artistes ou les personnes qui veulent créer du contenu sur le réseau, par exemple, c'est une autre façon de créer du contenu. Euh, Ça nous aide parce que les créatifs ont tendance à beaucoup rester dans leur tête, et le fait d'arriver à rentrer dans le réel, sortir du plan, sortir de la tête et rentrer dans le concret, c'est quelque chose qui est qui a beaucoup de valeur en fait. Donc si on arrive à avoir des personnes qui nous aident à sortir de notre tête, ça a beaucoup de valeur pour nous. Et moi, c'est ce livre qui m'a aidé à sortir de ma tête et à faire montrer, on va dire, exprimer au monde ce que j'avais à dire. Donc forcément, pour quelqu'un comme moi qui fait des vidéos sur YouTube, ça a beaucoup de valeur. Et pour toutes les personnes qui cherchent à créer des choses dans leur vie, je pense que c'est extrêmement intéressant aussi. Donc, on va parler de ces trois livres.
On va commencer par le premier, le plus connu, Atomic Habits. Je crois qu'il a battu un record, encore une fois. Donc là, ce qui est marrant, c'est que voilà, là, c'est marqué 3 millions de copies vendues. Et il me semble que maintenant, il a doublé ce chiffre par rapport au moment où je l'ai acheté. Donc c'est vraiment un livre best-seller. Tout le monde en parle sur YouTube. YouTube américain, tout le monde en parle. YouTube français, tout le monde en parle aussi. C'est un livre c'est le livre. Il est présenté comme le livre le mieux résumé sur l'art de créer des habitudes. Mais comme je vous l'ai dit, moi, de mon côté, la partie du livre qui m'a le plus impacté, c'est la partie sur les systèmes. En gros, de comprendre, et c'est une des citations clés de ce livre, que, donc en anglais, ça donnerait quelque chose comme... Enfin, en anglais, ce serait difficile à expliquer parce que j'ai pas la citation en anglais, mais en gros, en français, ça serait un truc du genre... euh, notre niveau n'est pas celui de notre volonté. Le niveau que l'on a globalement n'est pas celui de notre volonté. On n'a pas le niveau de notre volonté, on a le niveau de nos systèmes. Dans le sens où, si tu veux savoir où une personne va aller dans 1 an, 2 ans, 5 ans, il ne faut pas regarder à quel point elle est motivée, à quel point elle a de la volonté, mais il faut regarder les systèmes qu'elle a mis en place. Donc des structures, des actions qui vont ensemble et qui vont la mener à un point particulier. Donc les systèmes, c'est vraiment... c'est plein de choses en même temps. C'est des actions, c'est des actions liées entre elles, en fait. C'est ça un système. C'est une personne qui se dit qu'elle va avoir une routine où elle se lève à telle heure, ensuite elle va à la salle, ensuite elle mange ci, ensuite elle travaille sur ça, etc. C'est un système, c'est un ensemble d'actions. Et c'est ça qui va réellement permettre à une personne de savoir où elle en sera dans quelques années. Donc c'est pour ça que lorsqu'on débute dans la création d'habitudes et qu'on débute dans un projet, on a tendance à se dire, là je suis extrêmement motivé pour commencer le projet parce que c'est le début, mais on fait l'erreur souvent de se dire, là je suis très motivé, mais ça va continuer comme ça dans le temps, c'est sûr, je serai toujours aussi motivé, et en réalité non, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des habitudes, et des habitudes qui vont entre elles, donc qui vont ensemble, donc pour créer un système qui va nous permettre ensuite de faire des actions même lorsqu'on n'a pas forcément la motivation ou la volonté, ni même la discipline. Donc, c'est extrêmement intéressant, et il parlait donc dans ce livre de ces 4 étapes pour créer une habitude avec le signal. Le problème, c'est que je ne les ai pas dans l'ordre là, mais donc en gros, il parle de la science de créer des habitudes, et c'est extrêmement intéressant parce que le premier, c'était le signal en fait, et c'est cette idée que pour faire une action, même si on ne s'en rend pas forcément compte, il faut un signal avant. Toute action commence avec un signal. Et dans le mauvais sens, il y a, par exemple, il y a beaucoup de... Bon, là, je divague un petit peu, mais il y a beaucoup de... Je sais pas si vous avez entendu parler du soft porn, mais c'est cette idée que sur Internet, il y a beaucoup de contenus qui sont de plus en plus sexualisés. Et en gros, ça agit comme un signal pour beaucoup de personnes qui sont addictes après à ce genre de contenu, qui vont ensuite aller vers du contenu plus fort, plus poussé en gros vers vraiment de la pornographie par exemple. Et c'est pareil pour un fumeur, le signal c'est la pause à 9 h, ou c'est la pause, c'est de voir une personne fumer, ou d'entendre parler de cigarette, ou de sentir l'odeur de la cigarette. C'est toujours un signal qui va ensuite mener vers une action. Et c'est pour ça que lorsque l'on veut créer une habitude, il faut se créer des signaux qui vont nous aider ensuite à faire des choses qu'on a envie de faire, et essayer de limiter les signaux qui nous poussent ensuite à faire une action que l'on va regretter d'avoir fait. Et ça, c'était la première étape. Et puis après, il y avait la récompense. Donc, si on met les choses dans l'ordre, le signal, le fait d'agir, l'action en elle-même, la récompense. Et je sais plus c'est quoi le quatrième, je sais plus ce que c'est, mais ça fait un petit peu longtemps que j'ai ce livre, mais en tout cas, c'est un livre qui, lorsque je l'ai lu, donc vers 2020, il me semble, lorsque j'étais encore étudiant en droit, m'a aidé à comprendre comment est-ce qu'on peut créer des systèmes pour ensuite ne pas juste dépendre de sa motivation. En gros, c'est ça que... Parce que moi, je suis tombé un petit peu dans le piège de me dire, là, je suis très motivé, ça va continuer toujours comme ça. Moi, je suis un mec, j'ai beaucoup d'énergie, etc., beaucoup de motivation, mais il y a des jours où je ne suis pas aussi motivé que ce que je pensais, autant que je l'imaginais. Donc, c'est important pour moi de créer des systèmes. Et donc, de savoir aussi comment créer des signaux positifs dans notre vie qui vont nous donner envie de faire des actions et ensuite renforcer l'habitude de plus en plus. Et moi, par exemple, je suis arrivé à un stade maintenant où si je ne m'entraîne pas, je me sens mal. Alors que avant, lorsque je commençais la musculation, lorsque je m'entraînais, ça me faisait mal. Maintenant, c'est l'inverse. J'ai inversé le comportement, et n'importe quel petit signal peut me donner envie d'aller à la musculation. De la même manière qu'un addict à la cigarette,
un petit truc, une petite odeur, un visuel, voir une personne qui fume, ça peut lui donner immédiatement envie de fumer, ça lui donne un manque en fait. Moi c'est pareil avec la musculation. Juste le fait qu'on me parle de muscu, d'entraînement, etc., de voir une personne faire de la muscu, ou même d'écouter une musique un petit peu motivante dans la voiture, à la radio, etc., ça me donne envie d'aller à la musculation. Et donc on va dire, j'ai créé une sensation de manque en fait lorsque je n'ai pas cette chose-là. Et pourtant cette chose elle est bonne pour moi, pour mon physique, pour ma santé. Donc c'est quelque chose enfin c'est un comportement qui est hyper, c'est un cercle vertueux en fait. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et globalement maintenant dans ma vie, grâce à ce livre, j'essaie de ne plus penser en termes d'action et de motivation, en termes de quelle action il faut que je fasse, mais plutôt quel système il faut que je mette en place pour réussir et aller dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller en fait. Donc je pense plus en termes d'action, je pense toujours en termes de système. Donc c'est pour ça que j'avais parlé sur cette chaîne, il me semble, il y a quelques temps maintenant, d'un espace de temps que je gérais mal, qui était l'après-salle de sport. Parce que j'avais remarqué que lorsque j'allais à la salle, bah, c'était bien, j'allais à la salle, je m'entraînais, etc. Très bien, bravo Grégoire. Mais lorsque je rentrais chez moi, je perdais beaucoup de temps parfois après la salle. Parfois je restais dans la voiture, parfois je rentrais chez moi et j'attendais 20-30 minutes avant de prendre une douche, etc. Et donc je perdais beaucoup de temps et parfois je perdais autant de temps après la salle que lorsque j'étais à la salle. Donc c'est comme si j'avais fait j'aurais pu faire 2 séances de muscu, mais non, j'en faisais une et après je glandais un petit peu, je restais sur le téléphone. Et donc pour essayer de changer le système, d'améliorer le système, ce que je faisais, c'est que je préparais mes affaires de douche avant d'aller à la salle. Donc en gros, lorsque je rentrais chez moi, sur ma table, j'avais une serviette et un change pour juste après la salle de sport. Comme ça, j'optimisais le système et je passais pas du temps sur le téléphone après la salle de sport. Et si je voulais encore plus optimiser le système, je préparais mon change après la salle de sport et le repas, la première étape du repas après m'être entraîné en gros. Et donc là, on est passé d'une simple action qui est d'aller à la salle de sport à un vrai système où on va manger, se doucher et se nourrir. Donc là, on commence à créer un système. Et le but, c'est d'avoir des systèmes qui sont les plus efficaces, les plus automatiques dans notre tête et les mieux pour nous. Donc c'est quelque chose que l'on doit mettre en place. Et si on n'en met pas en place, on va tomber dans le système par défaut qui ne nous emmènera pas vers un corps athlétique ou un corps en bonne santé, qui ne nous emmènera pas vers des bonnes habitudes financières. En fait, si on ne met pas en place des systèmes, globalement, on aura à peu près les mêmes systèmes que tout le monde, et c'est pas des systèmes qui vont nous faire sortir de la moyenne. Ce sont toujours des systèmes qui vont nous mener vers quelque chose de moyen, un corps moyennement en bonne santé, des finances moyennement gérées, et je sais pas, même des, une motivation enfin, une estime de soi-même qui n'est pas forcément hyper élevée non plus. Enfin, globalement, des choses moyennes. Si on ne fait pas l'effort de penser à nos systèmes, on aura un niveau moyen, je pense. En tout cas, c'est un petit peu l'idée qui est défendue aussi dans ce livre, et c'est une idée que je partage. Donc, Atomic Habits, c'est bon. Désolé si la description elle est pas hyper parce que là c'est vraiment ce dont je me souviens du livre, hein. C'est pas une review hyper détaillée, mais je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont parlé plus en détail de ce livre parce qu'ils ont fait vraiment une étude de ce livre. Moi c'est ce qui m'en reste en fait après des années, parce qu'évidemment même lorsqu'un livre nous a plu, on oublie les informations qu'on n'utilise pas au quotidien, on les oublie, et même globalement la courbe de l'oubli fait qu'on oublie beaucoup d'informations quelques jours après avoir lu une information. Donc quand c'est des années après, c'est encore pire. Donc, on va passer ensuite à Deep Work. Deep Work qui est le livre qui m'a introduit au concept de Deep Work, de travail profond. Et vous voyez, je l'ai beaucoup surligné à l'époque parce que c'était lorsque j'étais étudiant et j'avais la fâcheuse tendance à surligner beaucoup d'informations parce que c'est ce que je faisais en cours à l'époque. Après, j'ai changé ma méthode de travail, mais en gros, j'avais l'impression que le fait de surligner, ça me donnait un super pouvoir que ça allait beaucoup plus, ça allait directement rentrer dans ma tête et jamais en sortir. C'était vraiment une habitude d'étudiant qui a envie de se rassurer, ça, mais c'est un truc que je fais plus maintenant. En tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, et je l'ai lu dans un contexte très particulier qui était un contexte de pré-révision. En gros, c'était juste avant de commencer des révisions importantes, qui étaient mes révisions de licence 3e année, qui est d'ailleurs l'année que j'ai la mieux réussi en droit, parce que j'ai eu une mention assez bien, ce qui était assez rare dans ma fac en tout cas. Il y avait quelques personnes qui avaient des mentions bien, mais déjà lorsqu'on commençait à avoir des mentions assez bien, on
on commençait à être pas mal dans ma fac, en tout cas dans mon année dans ma fac, c'était le cas. Donc j'étais assez fier de moi à ce moment-là. Et je pense que ce livre y est pour quelque chose. Parce que en gros, j'ai essayé de le lire avant de commencer à réviser, parce que c'est tout bête, mais ça me paraît bête maintenant, mais à l'époque, je m'étais dit, attends, ça fait des années que tu révises des cours et t'as jamais appris à apprendre, t'as jamais appris à être efficace quand tu apprends, et t'as jamais globalement cherché à améliorer ta façon d'apprendre avant de rentrer dans des révisions qui durent des semaines et des semaines. C'est un petit peu comme si ça faisait des années que je jouais au tennis, mais que j'avais pas avant appris les fondamentaux sur comment tenir sa raquette, comment être plus résilient lorsque le match devient compliqué, etc. Comment ne pas craquer dans les moments importants. Et moi, c'était mon quotidien d'étudiant. En gros, c'était un gars qui apprenait des cours tout le temps, mais qui s'est pas intéressé à comment apprendre des cours. Et ça me paraissait bête une fois que je l'ai vu comme ça, mais c'était le cas en fait. Quand on est étudiant, parfois, on a tellement peur d'être dépassé dans ses révisions qu'on commence à réviser des cours sans savoir comment les apprendre de manière plus efficace, sans savoir s'il y a un chemin plus agréable ou un raccourci, ou sans parler de raccourci, juste des chemins plus simples, plus adaptés au fait de réviser. Et c'est pour ça que en troisième année, je me suis beaucoup intéressé à apprendre, comment apprendre à apprendre et comment apprendre de manière productive, comment se mettre dans un cadre, dans un environnement, dans des conditions qui nous permettent d'être plus productifs. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai cherché top 5 des livres sur la productivité et je suis tombé sur Deep Work de Cal Newport qui a beaucoup écrit également sur euh, le fait de se couper des réseaux. Il a fait un livre qui s'appelle Digital Minimalism, en gros donc minimalisme digital, parce que c'est quelqu'un qui défend beaucoup le fait de se couper des réseaux. Il me semble que lui d'ailleurs dans son livre, il dit qu'on ne peut pas le contacter sur les réseaux. Si on veut le contacter, il y a une adresse mail à laquelle il répond une fois par semaine, un truc comme ça. Bref, c'est un peu un anti-réseau. C'est pas notre génération non plus comme auteur, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de ça. Et c'est quelqu'un qui a écrit donc ce livre qui lui, pour le coup, m'a pas mal aidé. Et par rapport au contexte, pardon, par rapport au contexte de ce livre qui était particulier, en fait, c'est que j'ai commencé à lire ce livre au moment où j'ai commencé à me réveiller à 5 heures du matin parce que déjà j'avais pas le temps sinon parce que je commençais les cours vers 8 heures en général donc réveil à 7 heures. Parfois je me levais encore plus tôt vers 6 heures pour réviser un cours avant d'aller en cours et lorsque je me suis dit que j'allais lire des livres en plus de ça, bah, je me suis dit bah du coup il faut se réveiller à 5 heures pour lire de 5 heures à 6 heures, travailler de 6 à 7, se préparer de 7 à 8 et aller en cours de 8 à 17. Et en fait, ce livre, j'en ai un très bon souvenir, bizarrement, parce que je sais que c'était mon petit moment du matin où je me levais, il n'y avait aucun bruit dans l'appartement, silence complet dans la rue, à part des gens un petit peu bourrés qui sortaient de boîte les jeudis soirs, etc. Mais globalement, j'étais dans un environnement hyper calme, et je me rappelle, je prenais ce livre, et c'était mon petit moment, limite le meilleur moment de la journée, en fait. Parce que j'avais l'impression de me préparer pour ensuite apprendre un cours de la meilleure façon possible, dans le meilleur état de concentration possible. Et j'avais l'impression de faire aussi un truc que peu d'étudiants faisaient, parce que je voyais les étudiants autour de moi réviser, mais jamais, avec les étudiants avec qui je discutais, on parlait de livres sur la productivité, d'apprentissage, etc. Et j'avais l'impression d'emprunter un chemin que personne n'avait emprunté avant en fait. Donc j'avais cette petite sensation. En plus, le fait de se lever à 5 heures du matin, ça te donne cette sensation de commencer avant que la ville ne se réveille. Donc j'avais vraiment la sensation d'être en avance sur la promotion, sur les étudiants autour de moi, alors que d'habitude j'avais l'inverse. J'avais le sentiment d'être en retard sur tout le monde, sur les révisions, etc. Donc ça m'a vraiment changé ma façon de penser et on va dire changer mon image également de moi-même parce que je me voyais avant comme le mec qui révisait tout le temps au dernier moment et là j'avais l'impression d'être en avance sur mon temps et sur ma promotion parce que j'avais l'impression de faire les choses mieux qu'avant et mieux que les autres aussi. Donc ça m'a aidé je pense. Ça plus le fait que j'ai eu une mention cette année, l'année où j'ai appris, où j'ai lu ce livre, ça m'a permis de vraiment gagner beaucoup en confiance en moi, ce qui explique aussi le fait que je me suis senti légitime à créer une chaîne YouTube l'année qui a suivi. L'année où j'étais en Master 1, c'est l'année où j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur YouTube. Et c'est aussi parce que en L3, j'ai eu ma mention, j'ai lu des livres et j'avais l'impression d'avoir assez de connaissances à partager pour aider d'autres personnes. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis, il y a une vraie histoire avec ce livre, qui était donc la première fois que je me levais à 5 heures du matin pour apprendre et pour lire des livres, pour travailler globalement plus le fait que j'ai eu une mention,
plus le fait que ça m'a donné beaucoup de fondamentaux importants pour ensuite mon master, et encore aujourd'hui. C'est un livre qui me sert encore aujourd'hui, même si évidemment comme Atomic Habits, je me souviens pas de toutes les informations. Là, si on me faisait passer un contrôle sur toutes ces pages, je me souviendrais pas de grand chose, mais en tout cas les principes sont restés dans ma tête et me servent encore aujourd'hui. Donc les principes en question, c'est de vivre sans distraction globalement. C'est de se mettre dans un état où on a dit non à beaucoup de choses, c'est-à-dire non aux distractions, non à certaines occasions, non aux notifications, et d'être dans un état de calme en fait. Et je sais qu'il y a un passage d'ailleurs sur le fait, je sais pas si je l'ai surligné ou si je vais le retrouver maintenant, mais c'est un auteur qui parle beaucoup du fait de dire non et aussi comment dire, d'accepter aussi de passer par des phases pas de solitude, mais de, euh, d'ennui, en fait. Et c'est un livre, en fait, qui est pas si... je m'attendais, pour être honnête, quand j'avais lu ce livre pour la première fois, je m'attendais à avoir des méthodes hyper avancées, parce que, je sais pas, tout le monde en parlait comme un livre best-seller. Et en fait, c'était beaucoup de... Si on veut résumer le livre, beaucoup de... Ça va être ennuyant de travailler, et il faut que tu dises non. Et t'as pas le droit d'avoir ton téléphone quand tu travailles. C'est un petit peu les trois principes du livre. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est les principes du livre qui sont. C'est clairement expliqué dans le sommaire. Regardez. La partie 2. Ah oui, donc. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas précisé. J'ai- En fait, le livre, il est en deux parties. Et si vous voyez déjà, j'ai souligné que des trucs dans la deuxième partie. Parce que, en fait, je déteste quand les auteurs ils font ça. C'est très académique, mais j'aime pas du tout. Les 72 premières pages, c'est l'intérêt du deep work. En gros, pourquoi c'est important. Chapitre 1, pourquoi le deep work a de la valeur. Chapitre 2, pourquoi le deep work est rare. Et chapitre 3, pourquoi le deep work a du sens. Ça, je m'en fous. Je veux des techniques pour savoir me concentrer. Et une fois que je saurai me concentrer, je comprendrai l'intérêt et les bénéfices de me concentrer. Mais j'ai besoin d'expérimenter. Me dis pas qu'une fraise, c'est bon avant de m'avoir fait goûter une fraise. D'abord, je goûte la fraise et ensuite, j'ai envie de m'intéresser à la fraise. Mais me dis pas que la fraise c'est bon sans me faire goûter la fraise. Bah là, c'est pareil. Me dis pas que le deep work c'est important avant de me faire tester le deep work, que je teste de mon côté, et ensuite, ok, je me dirais, j'ai beaucoup aimé ça, maintenant je vais m'intéresser à ses fondements, etc. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai toujours vu comme ça, et c'est hyper académique à chaque fois de commencer par la définition. D'ailleurs, c'est un professeur, hein, c'est pour ça qu'il commence comme ça, mais ça m'énerve dans les livres lorsqu'ils font ça, parce que souvent ils le font à la fois pour montrer qu'ils ont un background académique, mais aussi parce que ils ont des pages à remplir. Ils ont un minimum de pages. Ça, les gens ne le savent pas forcément, mais lorsqu'on signe un contrat d'édition avec une maison d'édition, on a parfois des minimums requis on a une taille minimale requise pour écrire un livre. Souvent, c'est 200 pages, 300 pages. Et moi, dès que je le ressens dans un livre, ça me saoule parce que j'ai l'impression que l'auteur, juste, il rajoute des mots pour ajouter des mots et faire un livre plus grand parce que l'éditeur peut pas imprimer un livre comme ça, quoi. Ils ont prévu un livre comme ça, donc il faut que le livre il soit comme ça. Et bref, c'est pour ça que moi je viens de me rappeler là, j'ai très peu lu la première partie sur l'intérêt du deep work et je suis allé directement dans les règles du deep work. Donc ensuite, on a la partie 2 avec règle numéro 1, travail de manière concentrée, work deeply. Règle numéro 2, accept boredom, donc l'ennui. Règle numéro 3, quitte les réseaux sociaux. Et règle numéro 4, élimine la surface, drain the shallows, donc le travail de surface, en gros, les tâches qui paraissent urgentes mais qui sont pas forcément importantes. Donc concentre-toi sur ce qui est important, quitte les réseaux, accepte l'ennui et travaille de manière efficace. Enfin, essaye d'améliorer ta productivité. Donc, vous voyez que les règles, c'est pas... si on lit le sommaire, ça paraît pas très nouveau, pas très excitant, mais pourtant, c'est des règles qui m'ont beaucoup aidé, notamment la partie sur apprendre à gérer l'ennui, parce que c'est vrai que il y a très peu de... Enfin, souvent, plus le travail paraît ennuyeux, plus il a de la valeur, parce que justement, beaucoup de personnes n'ont pas envie de passer par de l'ennui pour créer un travail. Les personnes, si tu parles d'un travail, si tu demandes à des personnes c'est quoi leur travail de rêve, ce sera toujours un truc qui sera lié au plaisir, lié à l'excitation, la nouveauté. Quand je cherchais un travail à faire avant, lorsque je cherchais ma passion, le truc qu'ils disaient toujours c'était moi j'adore parce que dans mon travail, on fait jamais deux fois la même chose, toutes les journées sont différentes. Et donc ça fait rêver beaucoup de personnes, mais en réalité, lorsqu'on s'intéresse
autre chose que des métiers passion, enfin qu'on s'intéresse à des métiers globalement, on oublie un peu toute la partie ennui et répétition. Même lorsqu'on pense à des footballeurs ou des athlètes qui ont l'impression de vivre une vie de rêve, enfin dont on a l'impression qu'ils vivent une vie de rêve, leur quotidien est hyper routinier. C'est entraînement numéro 1, manger, sieste, entraînement numéro 2, coucher. Et encore coucher, quand je dis coucher, c'est coucher 21h, 22h. En tout cas, dans un quotidien d'athlète en général, c'est coucher assez tôt et 2 entraînements par jour et beaucoup de sommeil, des siestes et des longues nuits de sommeil. C'est un peu ça le quotidien d'un athlète et c'est très routinier en fait. C'est pas un truc qui paraît hyper excitant. Et même moi, lorsque j'étais youtubeur, enfin avant justement d'être youtubeur, je me disais, waouh, youtubeur c'est vraiment le métier de rêve. Je pense toujours que c'est un des meilleurs métiers au monde, mais le processus de créer des vidéos, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans et il y a des choses un petit peu moins drôles, des choses un petit peu répétitives, mais c'est sûr que le fait de tourner des vidéos, c'est toujours, enfin moi c'est toujours un plaisir, mais il y a beaucoup de choses répétitives avant qu'on n'imagine pas forcément. Et je pense que dans tous les métiers, il y a toujours une dose de répétition et d'action que l'on refait et qu'on refait et qu'on refait, et c'est pour ça que c'est important d'être capable d'accepter l'ennui et la répétition, parce que c'est que en répétant des choses qu'on va devenir bon, et on a besoin de passer par là. Donc le fait qu'il parle de l'ennui, moi ça m'avait beaucoup parlé, parce que je me rappelle que même réviser, ça m'a jamais trop... Enfin, je me suis jamais réveillé en me disant Yes, aujourd'hui je vais réviser. Il y a quand même une grosse partie d'ennui, et surtout au début d'un travail, il y a vraiment cette notion de... Quand tu te mets quand tu te poses sur un bureau pour travailler, il y a toujours ce moment où tu te dis va falloir faire des efforts relou quoi. Mais si tu arrives à passer par la phase d'ennui et la première partie de faire un travail qui est toujours un petit peu ennuyeuse, ensuite tu peux rentrer dans cet état qu'on appelle l'état de flow, qui lui est beaucoup plus agréable et qui lui pour le coup donne beaucoup de sens à mes journées globalement, et qui nous donne beaucoup de résultats aussi. Lorsqu'on arrive à faire un travail qui ne paraît pas forcément hyper agréable à faire et qu'on arrive à le faire de manière régulière, on va être meilleur que beaucoup de personnes, on va développer des compétences et on va devenir bon dans ce qu'on fait. Donc il faut arriver à passer par l'ennui, et c'était un des enseignements que j'ai reçu de ce livre Deep Work de Cal Newport. Enfin, mention spéciale à l'auteur que j'ai le plus apprécié lire de ma vie, qui est donc Steven Pressfield. J'ai 2 livres de Steven Pressfield, 2 en brochet, livre brochet, et un en livre Kindle, parce qu'il a fait plusieurs petits livres. Oui, c'est des petits livres comme ça. Mon préféré de tous les temps, évidemment, vous le connaissez maintenant, c'est La guerre de l'art, The War of Art, et le deuxième que j'ai en brochet, en livre écrit, c'est Turning Pro, qui est le fait donc de devenir un professionnel, la différence entre un amateur et un professionnel. Et il y en a un troisième que j'ai en format Kindle qui s'appelle Do the Work, fais le travail, avec un crayon, avec une image juste un peu comme ça, mais avec un crayon à la place, un crayon papier. Bref, c'est un auteur qui est pour moi le meilleur auteur euh, à te faire passer à l'action. C'est-à-dire, comme je l'ai dit un petit peu en début de vidéo, qui te fait sortir de ta tête pour entrer en action. Et pour moi, je vous ai dit, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, d'arriver à me dire, à passer de l'état où je me dis, ce serait bien que je fasse ça, ou ce serait trop stylé que je fasse ça, à je fais ça, en fait. Je vais le faire. Et je sors de ma tête, je sors de ma planification idéale que j'ai en tête, et je commence à créer. Ça a énormément de valeur, et c'est pour ça que cet auteur, j'ai beaucoup d'estime pour lui, parce que je sais que si lui, il arrive si bien à décrire cet état que ressentent tous les créatifs de peur de créer des choses, remise en question, doute, procrastination, toutes les manifestations différentes que l'on a d'avoir peur en fait de créer un travail, ou de pas se sentir légitime de créer quelque chose, ou de faire une conférence, de créer des vidéos, etc., de faire quoi que ce soit qui te met en avant. S'il arrive à le décrire si bien, c'est qu'il l'a vécu. Ça, c'est vraiment la règle de base. Une personne qui arrive à bien décrire quelque chose que tu as vécu, c'est une personne qui a réussi, qui est déjà passée par la même chose. Donc, si elle arrive à le faire de manière si claire comme le fait cet auteur, c'est que il a eu avant des problèmes de procrastination, des problèmes de résistance, des problèmes de sabotage de son propre travail. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impacté là-dedans. Et je me rappelle, il y a eu une scène l'an dernier où ça m'a fait trop rire, parce que euh, j'ai croisé un abonné dans un train pour aller à Paris, et j'étais en train à ce moment-là de créer une vidéo importante pour moi qui s'appelait Pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux, qui date d'il y a 1 an quasiment maintenant. Et j'avais du mal à sortir cette vidéo parce que je voulais qu'elle soit à peu près parfaite, enfin je voulais qu'elle soit parfaite. Et en fait, je me rappelle que dans le train, je lisais ce livre justement
pour me forcer à sortir la vidéo parce que limite j'étais en train de me dire non, je peux pas la sortir, elle est pas encore parfaite, etc. Et il y a une partie de mon cerveau qui m'a rappelé ce livre et qui m'a dit ferme-la Grégoire, mets en ligne ta vidéo même si elle est pas parfaite parce que ça ne ça ne tient pas à toi, c'est pas ta décision. Tu dois laisser les autres décider de si ta vidéo est bien ou pas. C'est pas à toi de décider si elle est parfaite ou non. Laisse le public décider en fait. Et c'est un peu le cas de, enfin je me dis c'est logique, c'est dans tous les milieux créatifs pareil. Un très bon film, c'est pas un film que l'auteur a apprécié, c'est un film que le public a apprécié. Peut-être que l'auteur trouvait que c'était le meilleur film de sa vie, mais que le public a décidé que c'était un AV. Et peut-être dans le bon sens des choses, qu'un un auteur ou un scénariste a un jour publié un film, diffusé un film en n'étant pas sûr que le film allait marcher, et ce film est devenu un blockbuster, et maintenant c'est un film qui a impacté beaucoup de gens. En réalité, lorsqu'on est créatif, c'est pas à nous de décider c'est pas à nous d'estimer la valeur de notre travail, c'est le public également c'est surtout le public qui va le faire, et nous, notre travail, c'est de produire. C'est pas de valider de se laisser le pouvoir de valider ou pas notre travail. Nous, on doit produire et présenter au public. Ensuite, la validation, c'est le public qui s'en occupe. Parce que souvent, le public, s'il est suffisamment nombreux, qu'il reste bienveillant et qu'il s'exprime de manière libre, il a... c'est ma théorie, pour le coup, là, c'est pas ce que dit Steven Pressfield, mais il a souvent raison. Si 99% des personnes décident qu'un film n'est pas bon, il y a quand même des chances qu'il soit pas bon. C'est pas que l'auteur, c'est un auteur qui, euh, qui a pas réussi à s'exprimer, etc. C'est pas que personne n'a compris. Si vraiment 99% des personnes n'ont pas compris, je pense que c'est de la faute de la personne qui a créé l'œuvre. C'est pas parce que l'auteur était un artiste incompris ou que personne n'a compris le but du film. Si c'est 50-50, pourquoi pas. Si c'est même 70-30, je pense que 70% des personnes peuvent passer à côté d'un message, mais si c'est vraiment 100% des personnes qui ont décidé que un livre était trop comme ci ou trop comme ça, ou qu'un film était trop comme ci ou trop comme ça, je pense que ces personnes ont raison, et que l'auteur devrait retirer son ego de l'équation et se remettre peut-être en question. En tout cas, moi, ça a toujours été comme ça. Si je trouve qu'une vidéo YouTube est très bien et que tout le monde la trouve nulle, elle est nulle. Si je trouve qu'une vidéo YouTube est bof et que tout le monde la trouve bien, elle est bien. C'est comme ça que je vois les choses maintenant, et j'essaie de ne pas être ma propre critique, en fait, de pas trop baser, de pas empêcher un travail de sortir parce que je considère qu'il n'est pas encore abouti ou qu'il n'est pas encore parfait. Parce que je peux avoir ensuite des bonnes ou des mauvaises surprises. Mais j'ai besoin d'avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. Je peux pas rester tout le temps dans ma tête à me dire non, j'attends que ce travail soit parfait pour le partager. Et c'est un petit peu ma philosophie de vie désormais. Donc c'est grâce à ce livre qui a pour le coup, dans le département de mon cerveau lié à la procrastination et à le perfectionnisme, ce livre a modulé beaucoup de neurones et créé beaucoup de connexions. En fait, je pense que si on analysait au scanner mon cerveau, il y aurait dans le département créativité, il y aurait une grosse partie Steven Pressfield en fait. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, dans le bon sens du terme, et qui m'a beaucoup poussé à faire des choses. Donc, quel meilleur enseignement, enfin, quel est le meilleur résultat qu'un livre puisse t'apporter que celui de faire des choses différemment et surtout faire des choses bien. Parce que qui dit faire des choses dit ajouter du volume dans ce que l'on fait, donc devenir meilleur, et donc naturellement faire les choses mieux. Si tu fais beaucoup de fois la même chose, tu vas faire les choses mieux. Donc si ce livre t'aide, comme il m'a aidé, à créer des choses et à faire plutôt que de dire, et vraiment agir plutôt que de penser, c'est quelque chose qui a énormément de valeur en fait, surtout pour un livre comme ça que j'ai beaucoup sous-estimé au début lorsque j'ai vu la taille du livre. En réalité, c'est devenu mon livre de poche préféré. Et quand je dis livre de poche, c'est vraiment livre de poche. Donc parce que je le mets vraiment dans ma poche de mon manteau. Et oui, j'ai pas fini mon anecdote avec l'abonné. Lorsque j'étais dans le train pour créer ma vidéo YouTube, enfin pour me rappeler des fondamentaux de Steven et me forcer à lancer cette vidéo YouTube que je ne trouvais pas parfaite à ce moment-là, j'ai croisé un abonné dans le même train et ça m'a fait rire parce que vraiment je me suis dit waouh, alors là pour cet abonné en l'occurrence je suis vraiment on va dire je suis vraiment cohérent dans ce que je dis, parce que s'il avait vu quelques vidéos que j'ai faites auparavant et qu'il m'avait entendu parler de ce livre et que juste après il me voit lire ce livre dans le train, il doit se dire vraiment lui Grégoire, vraiment ça se voit, c'est un mec cohérent dans ce qu'il dit. Il dit des trucs et après il lit le livre, il part d'un livre et après il lit ce livre dans le train. C'est vraiment un mec cohérent. Et du coup j'étais un petit peu j'étais content après ce trajet en train parce que je me suis dit voilà, quand je dis un truc,
c'est que je le fais. Ok, je suis pas un gars qui vous dit des trucs et qui ne les fait pas. Quand je vous parle d'un livre, c'est que je l'ai lu. Et je suis encore en train de le lire dans le train, ok. C'est un petit peu ça que je me suis dit. Donc j'étais content parce que c'était un bon moment. Enfin, c'était une... c'est important pour moi quand même lorsque je dis des trucs, de les appliquer dans ma vie ensuite. C'est pour ça que je suis toujours fier lorsque je croise des abonnés à la salle de sport ou dans des endroits dans lesquels je dis que je suis et où je fais des choses que je dis que je fais. Et là, en l'occurrence, c'était le cas parce que j'étais vraiment, vraiment de manière honnête en train de lire ce livre. C'était pas juste pour vivre pour les caméras. J'étais en train de lire ce livre qui me plaît beaucoup. Et en même temps, j'ai croisé un abonné. Donc, c'était vraiment un moment de cohésion et de respect de ses principes qui était parfait, parfaitement illustré. Bref, donc en soi, le livre, pour vous le définir, c'est vraiment un livre, un guide anti-procrastination. C'est vraiment un guide de se mettre sur un bureau. D'ailleurs, c'est le principe de tous les livres de Steven Pressfield. Turning Pro, en gros, le professionnel, c'est celui qui n'attend pas d'être motivé pour commencer, mais qui commence parce qu'il sait ensuite qu'il va être motivé. Do the work, bah, littéralement, fais le travail. Donc, sors de ta tête et fais le travail. Et en fait, beaucoup des livres de Steven Pressfield sont notés entre 3 étoiles et 4 étoiles parce qu'ils n'ont pas toujours plu. Par contre, celui-ci est extrêmement bien noté parce que je pense que c'est le meilleur livre de Steven Pressfield parce qu'en fait, il résume tous les autres. Et souvent, les gens qui ont aimé ce livre ont été un petit peu déçus par celui-ci ou par les autres parce qu'en fait, ils se sont dit qu'ils n'ont pas appris forcément grand-chose de plus que ce livre. Parce qu'en soi, le message, il est toujours le même, c'est de sortir de sa tête et de faire des choses même si elles sont imparfaites et de ne pas laisser les peurs que l'on a et la résistance que l'on rencontre au début d'un projet nous empêcher de faire le premier pas et de commencer à faire la chose. Donc une fois qu'on a lu ce livre, en réalité, il n'y a pas forcément besoin de lire les autres et c'est le livre qui résume le mieux, je pense, le fait d'arrêter de procrastiner et le fait de comprendre à quel point la procrastination peut ruiner notre vie littéralement et l'expérience de notre vie ainsi que notre estime de nous-mêmes parce que on idéalise beaucoup, je pense par exemple, les relations de couple, surtout lorsqu'on est célibataire, et on se dit que lorsque les gens sont en couple, leur vie est plutôt parfaite, parce qu'ils sont toujours au moins deux, ils peuvent faire des choses à deux, etc. Mais ce que Steven Pressfield explique très bien, et les personnes qui ont vécu cette situation pourront se reconnaître également dedans, c'est que lorsque deux personnes sont en couple, mais qu'il y a vraiment quelque chose dans la vie pro qui affecte une personne, qui donc augmente son stress, crée plus de tension dans le couple, c'est pas du tout une vie de rêve à ce moment-là. Et donc, nous, notre but, c'est quand même de faire des choses qui ont du sens dans notre vie et d'être heureux dans notre vie. Et ça fait partie de nos responsabilités d'arriver à faire un travail, faire notre travail, faire les choses qu'on a besoin de faire, parce que sinon, on peut se gâcher nous-mêmes notre propre vie, mais également gâcher gâcher une relation ou rendre une relation beaucoup plus conflictuelle parce que nous-mêmes on est en conflit avec notre propre tête et nos propres démons intérieurs qui nous empêchent d'agir et de faire des choses. Et donc la procrastination, ça dépasse de loin la personne que l'on est. En fait, ça impacte toutes nos relations et une personne qui passe sa vie à procrastiner et à remettre à plus tard, c'est une personne qui peut ensuite créer des tensions dans une relation, dans une famille, etc. Parce que la procrastination va mener forcément à des blocages ou à une stagnation en fait. Et c'est pas quelque chose que l'on veut. Lorsque nous on est dans notre vie pro, dans notre vie perso, on n'a pas envie d'être cette personne qui remet toujours à plus tard parce que après ça cause des problèmes. Parce que si on s'améliore pas constamment, ou en tout cas si on cherche pas à maintenir des choses importantes autour de nous, ces choses vont se dégrader. Donc je sais pas, je prends l'exemple d'une voiture. Si on a un oncle dans notre famille qui ne prend jamais soin de sa voiture et qui se dit que tout va bien aller et que sa voiture casse, je sais pas, ça peut créer des problèmes pour lui, ça peut créer des problèmes pour son travail, etc. Et ensuite, il va demander à une personne de l'aider parce que sa voiture est en panne, etc. Et je pense qu'on a tous une personne dans notre famille qui est un petit peu comme ça, qui amène beaucoup de problèmes, qui crée des tensions ou qui juste rend la vie de tout le monde un petit peu plus compliquée. Eh bien, je pense qu'à la base, c'est un problème de résistance ou de procrastination qui est que cette personne ne fait pas constamment des choses pour maintenir ou au moins pour au moins maintenir, voire améliorer sa situation. Je pense qu'une personne qui constamment procrastine va créer des dommages dans sa vie à elle, ou des manques à gagner, des manques à expérimenter, mais également va créer des dommages autour d'elle. Il peut gâcher ses relations avec les autres, et sa relation avec soi-même aussi, son estime d'elle-même. Donc, la procrastination, c'est un sujet sérieux et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Et c'est pour ça que tous les livres, moi, qui m'ont aidé à moins procrastiner et à faire des choses, c'est des livres qui m'ont beaucoup impacté. Et de loin, le livre qui m'a le plus impacté, c'est celui-ci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous recommande de le lire parce que c'est un livre qui a
profondément changé ma vie et que j'essaie de relire chaque année parce que je préfère 1000 fois lire ce livre 1000 fois que de lire tous les autres livres sur la productivité sur la procrastination pour avoir coché tous les livres. Je préfère 1000 fois lire ce livre qui m'a tellement influencé positivement dans ma vie que de chercher à tous les lire parce que je pense avoir trouvé ma pierre précieuse avec ce livre. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et enfin, pour vous parler des livres que je lis actuellement qui sont en train d'avoir un impact sur moi, il y a le livre Psycho Cybernetics que j'ai commencé à lire, qui est écrit par Maxwell Maltz. Je vous mettrai les références des livres que j'ai abordés dans cette vidéo en description. Donc Maxwell Maltz, qui est un chirurgien esthétique, qui a écrit un livre sur la chirurgie esthétique, qui est devenu un livre de développement personnel, parce qu'en fait, il parle du fait que même les patients qui ont eu des fortes chirurgies esthétiques, donc vraiment un changement de tête complet ou un changement de corps visible par tout le monde, n'ont pas forcément ensuite eu la transformation qu'elles pensaient, parce qu'en réalité, même si ces personnes ont changé leur identité visuelle, leur visage, ces personnes n'ont pas changé l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes. Parce que l'image que l'on a de nous-mêmes, elle est liée à beaucoup plus de choses que simplement notre physique. Et certaines personnes ont eu un changement radical après avoir changé de visage, mais d'autres ont eu besoin d'avoir plus d'accompagnement dans leur vie et d'avoir des et ont dû changer leur façon de se parler par exemple à elles-mêmes, ou alors ont dû travailler sur des traumatismes du passé pour réellement changer d'identité et pas simplement se dire qu'elles ont un nouveau physique. En gros, changer physiquement peut aider, mais ne permettra pas de faire une transformation mentale et physique complète, une vraie transformation. Et donc c'est un livre qui m'a beaucoup aidé parce que, enfin, que j'ai bien aimé lire, déjà parce qu'il il m'a été recommandé par qui m'avait recommandé ce livre? Je l'ai vu sur des vidéos YouTube de livres à lire, il me semble, par des youtubeurs américains. Et c'est un livre du coup que j'ai bien aimé parce que ça changeait du dev perso classique. Parce qu'en fait, à la base, c'est écrit par un chirurgien esthétique qui est décédé maintenant, mais qui a eu je sais pas combien d'années de carrière. Et je trouve que c'est un sujet intéressant, la chirurgie esthétique. Parce que c'est beaucoup plus à la mode dans notre génération, malheureusement. Mais c'est quelque chose qui, malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment les personnes le voient. Mais c'est quelque chose qui, enfin, je sais pas, je trouvais que c'était intéressant d'avoir le point de vue d'un chirurgien esthétique par rapport au changement d'identité d'une personne et de constater que ça suffisait pas forcément de changer physiquement et qu'on se dise que, enfin, parce que nous on a tendance à se dire, une fois que j'aurai réglé ce complexe, je serai beaucoup mieux dans ma vie. Une fois que j'aurai réglé ce problème que je déteste chez moi, tout ira mieux, je serai une nouvelle personne et je serai plus du tout complexé. Alors qu'en réalité, un chirurgien esthétique lui-même qui a fait une grande carrière, une longue carrière, ne valide pas cette théorie. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a un complexe qui disparaît, parfois il y en a un autre qui réapparaît. Et si on commence à faire de la chirurgie à chaque étape du complexe, ça peut créer des physiques qui sont beaucoup moins naturels, beaucoup moins beaux. Je pense qu'on a plein d'exemples en tête de personnes qui ont un petit peu abusé sur la chirurgie esthétique. Et surtout, le message de fin, c'est un message qui me plaît personnellement, qui est que on doit faire plus que de chercher à changer physiquement. On doit réussir à changer aussi l'image que l'on a de nous-mêmes. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai bien aimé ce livre Psycho Cybernetics. Et le dernier qui m'a été recommandé par un YouTuber qui s'appelle Iman Gadzhi s'appelle Reality Transurfing. Transurfing, ouais, c'est ça. Le fait de faire du surf. La traduction française est un petit peu bancale. Le fait de changer de réalité, de surfer entre différentes réalités. Là, c'est vraiment un livre beaucoup plus perché, beaucoup plus compliqué à lire, qui parle du fait de... Je vous ai parfois parlé dans des vidéos sur cette chaîne, de la fréquence vibratoire et du fait que certaines émotions que l'on ressent sont reliées à une certaine fréquence vibratoire et qu'en fonction de la fréquence vibratoire à laquelle on vibre, on a des pensées et des actions différentes. On attire des choses différentes. Et donc, tout en bas de l'échelle de la fréquence vibratoire, on a de la culpabilité, du regret, des émotions négatives qui n'amènent pas grand-chose de positif. Donc, lorsqu'on parle du fait que le négatif attire le négatif et que le positif attire le positif, c'est un petit peu cette idée-là. C'est l'idée qu'il y a des émotions que l'on ressente qui vont nous empêcher de ressentir certaines choses ou de faire certaines choses. Et que, à l'inverse, des actions auxquelles on attribue des fréquences vibratoires élevées, elles amènent beaucoup de positif dans la vie d'une personne. Et le stade suprême de l'émotion la plus positive que l'on peut ressentir, c'est la gratitude. Parce que lorsqu'on est dans un état de gratitude, c'est impossible d'être dans un état de regret ou même de désir de quand j'aurai ça, je serai heureux, ou quand j'aurai ci, tout se passera bien. Parce que la gratitude, c'est littéralement là, maintenant,
je me sens bien. Donc je n'ai plus besoin de rien et c'est le meilleur état dans lequel on peut se retrouver lorsqu'on est un humain parce qu'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de volonté de revanche ou même de regret du passé ou de culpabilité. C'est vraiment l'inverse des émotions négatives, la gratitude. C'est pour ça que j'en ai parlé récemment dans une autre vidéo. Et du coup, ce livre, la théorie de ce livre, que je n'ai pas fini, c'est l'idée que en fonction des émotions que l'on ressent, on peut passer littéralement d'une dimension à une autre, un petit peu de la même manière qu'on pourrait passer dans les jeux vidéo d'un portail à un autre, d'un monde à un autre, en fonction des émotions que l'on ressent. Et concrètement, si je reviens à un exemple plus concret, ça m'est déjà arrivé de me sentir assez mal dans une journée et d'aller dans un groupe nouveau où j'essaie de changer ma façon d'agir avant de rencontrer ce groupe, avant de rentrer dans une nouvelle salle et de changer mon attitude en fait et de voir que j'avais des résultats complètement différents. En fait, pour vous le dire très concrètement, ça me faisait beaucoup ça lorsque j'étais à la salle de sport par exemple et que par exemple chez moi je me sentais triste, je me sentais, je sais pas, je ressentais des émotions négatives, culpabilité, regret, ingratitude, plein de choses négatives qui amènent pas forcément du positif, voire n'amènent pas de positif du tout, comparaison excessive, etc. Et ensuite, j'allais à la salle de sport et j'essaie de modifier, on va dire du coup les émotions ma fréquence vibratoire, les émotions que je ressentais. Et j'ai remarqué que dès que j'étais plus avenant, dès que j'étais plus heureux et que je changeais un petit peu ma façon d'agir, de parler et de penser, j'attirais beaucoup plus de positif. En fait, les gens dans la salle venaient me voir, venaient me parler. J'avais juste une énergie différente. Et je pense que on a tous déjà vécu, soi-même, si on a vécu une rupture amoureuse par exemple, une sensation de j'ai même pas envie que les autres viennent me parler, je me sens mal, je me sens pas bien, je me sens moche. Et bizarrement, c'est toujours dans ces moments-là que personne ne vient nous parler. Et je pense que c'est normal, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas une période au cours de laquelle on sait qu'on va attirer le plus de personnes. Alors qu'à l'inverse, il y a des moments dans notre vie où on se sent hyper bien, on sent qu'on rayonne, ou alors on a rencontré une personne qui rayonne et qui a un sourire, enfin je sais pas, qui a une attitude qui nous plaît beaucoup. Et bah, cette personne, beaucoup de personnes vont naturellement aller vers elle. C'est une personne à qui on va avoir envie de parler. Et je sais que moi, lorsque je me sens vraiment bien que j'ai l'impression d'être au max dans ma vie et que juste déjà j'ai l'impression que déjà tout va bien, les choses vont encore mieux. En fait, il y a encore plus de personnes qui viennent me parler, il y a encore plus de personnes qui me font des compliments et je sais que dans ces phases-là, ben, je me sens vraiment bien. Et j'ai l'impression que j'attire des choses, je ne fais qu'attirer des choses bien dans ma vie. Et donc c'est pas forcément des périodes qui durent. L'important c'est d'essayer de, enfin, le but c'est de faire durer ces périodes, mais ça c'est sûr que ça fera toujours un petit peu ça dans notre vie. Il n'y a pas des moments où on va rester au max tout le temps, et lorsqu'on est au plus bas, ça va pas durer non plus tout le temps. Mais c'est toujours assez intéressant de voir à quel point, et d'ailleurs c'est une période dans laquelle je suis actuellement, où en fait je commence à avoir des choses qui se passent bien dans ma vie, du coup je suis content, je suis confiant, et il y a encore plus de choses qui me viennent, encore plus de personnes, de compliments, je sais pas, de choses positives que j'attire, en fait, un petit peu comme si j'étais un aimant, et que comme je suis positif, j'attire que des choses qui sont positives autour de moi. Alors qu'à l'inverse, lorsque j'étais dans des périodes plus difficiles au cours de ma vie, j'avais l'impression que j'attirais que des trucs négatifs, que j'avais que des mauvaises nouvelles et j'arrivais pas à voir le positif. Donc c'est pour ça que je vous parle de la gratitude et que je pense qu'on peut un petit peu imaginer ça comme un aimant, qu'on attire des choses différentes en fonction de l'émotion que l'on ressent. Et c'est pour ça que je pense que même lorsqu'on sent des émotions négatives, on doit essayer de penser positif. C'est pour cette raison en fait qu'on dit ne pense pas trop au négatif. C'est parce que on ne pourra pas, tant qu'on se concentre sur les choses négatives, attirer des choses positives, mais, euh, mais ça va bien plus loin que ce qu'on pense, en fait. C'est vraiment la première étape, lorsqu'on se sent mal, de trouver des raisons de se sentir positif, d'être positif dans notre vie. Parce que ce sera la première étape pour ensuite attirer plus de choses positives. Il faut remonter l'échelle de la fréquence vibratoire lorsqu'on se sent mal et faire des choses qui, à l'inverse de nous faire culpabiliser, nous font nous sentir confiants. Et c'est pour ça que moi, la salle de sport, ça m'a aidé dans plein de domaines. C'est parce que même les jours où je me sentais mal et que j'étais vraiment en bas de l'échelle des émotions, je remontais directement dans l'échelle des émotions juste après ma séance. Et du coup après, je me sentais juste dans un état d'esprit et dans un état émotionnel très différent qui m'attirait d'autres choses que je n'aurais jamais pu atteindre si j'étais resté dans un état de désir, de culpabilité et de regret. Donc c'est pour ça que le sport moi, m'a sauvé et que je vous recommande ça, que je vous recommande de faire du sport. En tout cas voilà, c'est pour ça que ce livre, Reality Transurfing, c'est un livre qui, je pense, m'a aidé encore plus à comprendre l'importance de la fréquence à laquelle on vibre. C'est quelque chose qui... C'est
c'est un concept beaucoup plus abstrait que les concepts que j'ai évoqués précédemment, mais c'est également, c'est également un, un concept qui est extrêmement intéressant, je trouve, et qui nous dépasse nous, qui dépasse aussi peut-être ce qu'on ce qu'on ce qu'on est capable d'imaginer lorsqu'on est simplement rationnel dans notre vie. C'est peut-être un livre un petit peu limite spirituel en fait. Mais c'est un livre qui est intéressant de lire, je trouve, une fois qu'on a lu les classiques, Atomic Habits, Deep Work, etc., qu'on a lu les incontournables, on va dire, ou même des livres de fiction, hein, même si moi c'est moins des livres que je lis, les livres de fiction. Je suis plutôt non-fiction moi de mon côté, mais en tout cas c'est vraiment un livre qui apporte une nouvelle dimension, on va dire, à ma façon de penser et ma façon de ressentir certaines choses. Donc c'est un livre que je peux vous recommander. Par contre, attendez-vous à casser la tirelire parce qu'il me semble qu'il coûte 60 € en format Kindle. Non, il coûte 30 € en format Kindle et 60 € en format papier. Parce que c'est un livre qui fait bien 200 pages, donc, ou plus même. Donc c'est un gros livre. Ok. En tout cas, j'espère que ces 3 livres vous auront plu, plus les 2 recommandations de la fin. C'était une longue vidéo finalement, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que ça pourra vous intéresser. Nous, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et lisez des livres. C'est important de lire des livres. Allez, on se retrouve demain dans le prochain Monk Mode.